Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tanguy Dumortier, journaliste, réalisateur et visage bien connu du Jardin extraordinaire sur la RTBF. Passionné par la nature et les animaux, il parcourt le monde pour raconter leur histoire avec respect et sensibilité. Mais cette fois, on change d'ambiance. Tanguy a accepté notre invitation d'être plongé dans le noir total pour une discussion à cœur ouvert, filmée avec nos caméras infrarouges. Alors, vous êtes prêts ? Vous allez découvrir l'univers de Tanguy Dumortier. Tu peux retirer le bandeau. Tu as une table sur ta gauche si tu veux le déposer. Ouais, je te confirme que je vois rien de rien. Ça va ? Ouais. Quelle sensation ça te fait d'être plongé dans le noir total ? Quelle sensation ça fait ? Écoute, tu cherches quoi, tu cherches des petits repères que tu sais que tu trouveras pas, donc c'est pas grave. Non, ouais. ça me détend pas mal, ouais. Ouais. Que c'est pas quelque chose qui t'effraie, j'imagine, le noir. Ça t'est déjà arrivé. Ça m'intrigue quoi, tu vois. Je me dis bon, alors après ici, je sais qu'on est dans un truc un peu fermé. Mais... Ouais. Tanguy, on va commencer l'interview par un petit truc à grignoter. Ouais. Je te passe une petite assiette sur ta gauche ici. Ouais. Et tu as des petites choses dedans si tu veux. Si tu veux un peu les grignoter, tu peux. C'est assez facile et j'espère que tu aimes. Ouais. Bon alors Tanguy, là c'est un moment un petit peu particulier pour toi, forcément, vu qu'il y a les 60 ans du Jardin extraordinaire. Un peu plus de 10 ans pour toi. Comment tu vis ça ? Assez bien, je crois. Ouais. Tu vois, t'as un mélange entre... c'est chouette parce que c'est devenu quand même rare dans notre société de se replonger dans nos racines. Tu vois, on s'en coupe quand même pas mal. Et là, ça te permet de plonger dans les racines, du travail, tu vois. Et là, ça nous permet de réexaminer ce qui a été fait par nos prédécesseurs, d'en revoir certains. Et c'est chouette, j'aime bien tu vois, l'intergénérationnel. Moi, j'ai plus mes grands-parents, mais je suis tombé sur Paul Galland qui a été dans les pionniers du Jardin extraordinaire. Il a 90 ans. Et c'est enthousiasmant. Enfin, évidemment, il est drôle, il est chouette. On parle de la même chose, tu vois. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça, et on était vraiment amis en 5 minutes, quoi. Donc c'était gai. Et c'est chouette l'intergénérationnel quand ça se passe bien, tu vois, et quand tu as des choses à te dire, et quand c'est riche, ça met de la perspective comme ça dans nos vies, ça nous donne envie d'être un jour à sa place et d'échanger avec d'autres. Pas trop vite parce que ses genoux craquent un peu plus que les miens quand même. Et donc je le vis assez bien, c'est cool. Même si tu vois, ça montre aussi les failles par contre. C'est-à-dire que Paul est venu, mais par exemple Claudie n'est pas venue, tu vois. Ça lui parle plus trop, elle a consacré sa vie à la télé et ça l'intéresse plus, quoi. Ouais, elle est passée à autre chose. Ouais, exactement. Ça représente quoi pour toi globalement ce jardin ? Excuse-moi, je mange en même temps, j'en profite. Ça représente beaucoup de choses en même temps. Tu vois, ça représente un travail, ça c'est sûr, mais c'était d'abord ma passion. Tu vois, ma passion c'est de filmer les animaux. J'adore ça, j'adore essayer de les rencontrer, j'adore essayer de les voir, j'adore essayer de les comprendre, j'adore essayer de les filmer pour pouvoir montrer les images aux autres, tu vois. En même temps, il y a des jours, c'est un travail, je dois me dire, oh là, stop, c'est bon, j'ai travaillé les 10 derniers week-ends, là, il faut que j'ai un peu de temps pour mes enfants, pour mes proches, pour d'autres choses. Donc en même temps, c'est ça. Des jours, c'est super léger, tu vois, c'est super... tout est un jeu. Il y a des jours, c'est un jeu, quoi. Tu vois, il y a des jours, je passe ma journée à monter une voiture téléguidée avec une caméra dessus pour essayer d'approcher des singes. Ou j'essaye... un nouveau modèle de caméra que tu peux commander à distance pour arriver à filmer des animaux sans les approcher de trop près ou sans les déranger. Et puis il y a des jours où c'est plus lourd, quoi. Où il y a des jours où tu étais devant un casse-tête insurmontable, où tu te dis mais comment on va rencontrer l'attente du public, comment on va le satisfaire. Il y a des jours où il y a un stress, quoi, comme tous les travaux. Donc il y a une grande joie et une grande responsabilité, donc parfois un grand stress. Mais tout ça va ensemble, je crois. Est-ce que c'était quand même un de tes rêves, on va dire, de pouvoir être un peu... à la tête de ce jardin extraordinaire? Non, parce que tu penses pas trop, parce que tu sais, sur les 50 premières années, on a changé 2 fois de présentatrice quand même. Donc là, je t'ai déjà tout dit. Déjà, le poste, il ouvre une fois tous les 25 ans. Et en plus, c'était majoritairement des femmes qui l'avaient fait. En tout cas, sur le volet présentation, parce que par contre, il y a eu quelques conseillers scientifiques
Et donc non, c'était pas du tout dans mon scope. Et en plus, moi, j'avais quitté la télé, tu vois, j'avais fait un peu le JT avant. C'est pas mon kiff, c'est pas de présenter une émission à la télé. Mon kiff, c'est de suivre les animaux. Mais après, là, pour le coup, ça fait partie d'un tout. Mais et puis je travaillais un petit peu pour Claudine, donc ça me plaisait bien. J'aimais bien de faire du doc animalier. J'avais pas besoin d'en faire spécialement. De faire spécialement le volet présentation de l'histoire, quoi. Mais c'est drôle aussi, hein. Y a pas de... Mais tu as quand même accepté de relever le challenge avec un petit peu tes conditions à toi, à savoir de sortir. Ouais, de sortir, mais surtout de fabriquer. Tu vois, ça, c'est ma plus grande fierté, parce que les 10 dernières années, on a fabriqué, je vais dire 10 fois plus que les 50 années d'avant. C'est-à-dire que les 50 années d'avant ont été très intéressantes au niveau du récit, mais c'était basé sur des documents, la plupart du temps, achetés à des télés étrangères. Alors qu'aujourd'hui, on a fabriqué du contenu, et j'ai eu... Et puis c'est vrai que c'est un plaisir un peu égoïste, mais je le fais pas que pour moi, parce que j'adore le partager, mais j'ai été du pôle Nord au pôle Sud, du Japon au Sri Lanka, du Japon au Costa Rica, de la Namibie à la Finlande, pour voir des formes de vie, tu vois, pour filmer des ours, filmer des baleines, filmer des colibris. Ça a été quelque chose qui a été difficile d'imposer cette vision-là après autant d'années gérée par Claudine. Alors, difficile en parole, non, parce que tout le monde s'est dit, bah oui, c'est vrai que dans le fond, tu vois, on était à un changement il y a 10 ans, c'est-à-dire que on était au début des plateformes quand je suis arrivé, et c'était clair que les télés ne pourraient plus, à un moment, diffuser que ce qui leur appartient et que ce qu'elles fabriquent elles-mêmes. Donc ça, c'est la condition, c'est-à-dire que si tu passes ton temps à... En fait, c'est la même chose que de louer ou d'acheter une maison. Si tu passes ton temps à louer des appartements, c'est chouette, mais t'es nulle part chez toi. Enfin, il n'y a rien qui est à toi. Donc là, c'était plus le but parfois de faire un peu moins, mais de le faire vraiment nous-mêmes. Donc après, dans les mots, c'était assez simple. Après, dans les actes, ça a parfois été plus laborieux, mais on l'a fait déjà en partie, quoi. Mais après, c'est un challenge sans cesse renouvelé, quoi. Il n'y a pas de régularité, en fait, dans cette émission. Chaque nouvelle émission, c'est un nouveau défi. Alors, c'est beau parce qu'on parle en effet du fait que tu as parcouru un peu le monde, mais tu es aussi très fort attaché à ce qui nous entoure, ce qui est proche de chez nous. Et puis, je voulais quand même qu'on revienne aussi sur la période du confinement, parce que je pense qu'il y a quand même eu un avant et un après confinement pour le Jardin Extraordinaire, non? Ouais, je pense qu'on a inventé un jardin 2.0, tu vois, c'est-à-dire un jardin où l'époque a basculé. Il y a 20 ans, personne n'avait chez lui une caméra susceptible de filmer les animaux, ou un fragment infinitésimal de la population. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a en poche un appareil qui permet de filmer les animaux. Et c'est vrai qu'on le tentait depuis quelques années. Alors, le confinement a été difficile pour pratiquement tout le monde, mais c'est vrai qu'il nous a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'on y réfléchissait depuis des années à se dire, tiens, on va utiliser, entre guillemets, nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, on va leur demander de filmer pour nous et tout ça. Mais honnêtement, la plupart des gens, ils n'ont pas le temps, ils ont une vie, quoi. Ils sont pas comme nous, bien sûr, à être préoccupés des animaux. Et donc là, les gens, ils étaient chez eux, ils ont commencé à nous envoyer spontanément des images, et puis on s'est dit, bah oui, ça va être génial d'effectivement se fonder sur cette masse, et en même temps, créer un objet qui est collectif et qui n'est plus seulement fait par quelques-uns, mais qui peut dans le fond être fait par tout le monde. Et c'est ça qui est gai aujourd'hui avec les médias. C'est ça qui fait un peu paniquer les médias traditionnels, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir un média, c'est-à-dire un transmetteur d'informations et d'images, mais en même temps, ça nous a permis de récupérer cette force et d'essayer de la transformer. Après, tu vois, la vidéo, ça reste... publier des photos, c'est très facile. Faire de la vidéo, la monter, la mettre en musique, raconter l'histoire qui va avec, ça reste un savoir-faire et du temps et des fonctions qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait, c'est faire l'emballage qui mettait en valeur les images qu'avaient fait les téléspectateurs. Et effectivement, c'est un réseau de veille géant. Je crois qu'aujourd'hui, on a 127 ou 128 000 personnes sur le groupe qui échangent du contenu. Donc on ne sait même plus gérer, en fait, ils se gèrent entre eux. Mais c'est quand même beau l'engouement aussi qu'ont eu ces gens sur le rapport à la nature, en fait, sur le vivant. Il y a eu tout un intérêt qui est revenu peut-être grâce au confinement, je ne sais pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a... Non, c'est évident. Et tu sais, il y a des chiffres qui sont quand même surprenants dans la nature autour de nous, parce qu'on parle très très souvent... Alors moi, il paraît que j'ai des lunettes roses. Là, je les ai pas mis, il fait noir, ça sert à rien. Mais je vois la vie plutôt en rose la plupart du temps. Alors, en tout cas, par rapport à la nature. Et alors, je vais pas nier ici le fait qu'il y ait plein d'endroits où il y a des problèmes et qu'il y a une perte de biodiversité à plein d'endroits, mais il y a des choses qui vont bien. Et par exemple, la forêt
au sud du sillon Sambre-et-Meuse, tu as 2 fois plus d'arbres qu'il y a une centaine d'années. Presque 2 fois plus. Donc c'est quand même incroyable. Je veux dire, après, c'est aussi, il faut être honnête, c'est aussi parce qu'on utilise moins la forêt qu'avant. Tu vois, nos grands-parents, début du siècle dernier, ils allaient, enfin nos arrière-grands-parents, et pour toi, tes arrière-arrière-grands-parents, ils allaient chercher du bois dans la forêt, ils en faisaient leur maison, ils en faisaient la cuisine, ils faisaient leur chauffage. Et quand ça s'est arrêté et qu'on a eu d'autres produits qui sont majoritairement des énergies fossiles ou autres, bah, grâce à ça, si tu veux, il y a un peu moins de gens dans la forêt. Et on a eu c'était impensable il y a 50 ou 60 ans d'avoir le retour du loup. Tu vois, aujourd'hui on a des loups dans des forêts en Wallonie. Donc la nature par endroits va bien, et je pense qu'on a par endroits on a diminué les points de friction entre notre espèce et les autres. Donc c'est positif. Ouais, c'est plutôt positif. Ouais. Tanguy, je voudrais te faire écouter un premier extrait. Salut Tanguy, ben voilà, je te fais une petite vidéo dans un lieu que tu connais déjà bien et qui ces prochaines années que tu vas encore mieux connaître à mon avis, parce qu'il y a pas mal de projets qu'on va développer ici et dont un qui me tient particulièrement à cœur et dont tu fais partie depuis déjà plusieurs années maintenant. Donc le projet au niveau du Crévez de Namur et ici au niveau de notre futur site qui est magnifique. Donc là je filme des belles images de notre futur lieu. Ça se rapproche tout doucement. On est déjà venu filmer plusieurs fois ici pour plusieurs thèmes. On a déjà fait des relâchés. Je voulais ici faire un petit relâché, mais l'oiseau s'est envolé avant que je sorte mon téléphone, ce qui est très bien. Et depuis que je suis là, j'ai déjà entendu des piques et pêches. Il y a plein d'oritas longueux, des mésanges un peu partout. Donc avec le cadre automnal, c'est magnifique. On m'a demandé aussi de te raconter une petite anecdote qu'on avait vécue au cours de ces dernières années dont on se connaît. Et moi, il y en a une que je retiens particulièrement. C'est quand on était en train de tourner l'émission des 50 ans du Jardin Extraordinaire. Donc ici, on a fêté les 60 ans la semaine passée. Pour les 50 ans, on avait fait une émission où on tournait des sujets avec des invités qui venaient. Et on tournait une émission sur le martin pêcheur, le long de Viroin. Et il y avait plusieurs tentes affûts qui avaient été installées le long de notre poste d'observation. Et donc il y avait au moins 3 postes d'affût, autant de caméras. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, un vacancier, un touriste ou un local, on ne sait pas trop, on n'a pas vraiment eu le temps de voir. Mais il est arrivé tout nu devant nous, sans se rendre compte qu'il y avait des caméras un peu partout. Et quand il s'est rendu compte qu'il y avait plein de caméras qui filmaient et qui étaient braquées sur le martin pêcheur, en tout cas sur le perchoir où le martin pêcheur devait arriver, cette personne s'est jetée à terre et puis a couru dans le sens inverse. Malheureusement, évidemment, les caméras étaient là pour filmer l'oiseau, donc en tout cas le martin pêcheur, donc personne n'avait la caméra braquée sur cet endroit-là, mais ça nous a fait beaucoup rire à l'époque et voilà, moi c'est toujours une petite anecdote que je retiens et que je raconte à qui veut bien l'entendre. Et voilà, et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vivre beaucoup d'autres tournages et qu'au niveau du Créavès et au niveau de notre amitié, on aura encore beaucoup de choses à faire et à développer ces prochaines années. Voilà, à très bientôt, ciao ciao. Alors, qui est-il ? Romain, évidemment, mais enfin, je dis Romain comme si... c'est marrant, j'avais envie de faire signe de la main, tu vois, quand c'était fini, mais... c'est un très bon ami, et c'est le directeur, alors le titre est un peu ronflant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, donc, mais c'est le directeur du Créavès de Namur. Enfin, je le présente pompeusement, c'est surtout... quelqu'un qui est passionné par les animaux, puis parfois par des animaux que personne ne regarde, donc tu vois, enfin pas personne, mais il est passionné par les poissons, il est passionné par les écrevisses, il est passionné par... Et là, il consacre une bonne partie de sa vie au Créavès de Namur, c'est-à-dire c'est un endroit où c'est un centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage, pour être complet. Donc l'idée, c'est de recueillir les animaux sauvages, blessés, de les soigner et de les relâcher quand c'est possible. Et donc, toi, tu en es le parrain. J'en suis, oui, j'ai eu différentes fonctions au sein de la SBL et puis je l'aide et je le conseille un peu pour tout ce qui est relation avec la presse, pour se faire un peu de visibilité, ce qui est bien nécessaire parce que c'est des toutes petites structures. Alors en même temps, ça regroupe presque une centaine de bénévoles, mais c'est des petites structures et ils font un travail vraiment extraordinaire parce que quand tu recueilles des tout petits oiseaux, dont les parents par exemple sont morts ou dont les parents où les gens ont trouvé le nid et trouvent pas les parents ou le nid est tombé. Il faut savoir que par exemple chez les mésanges tu peux avoir jusque 700-800 allers-retours des parents par jour.
Donc ça veut dire que les humains qui vont le faire vont devoir se substituer et nourrir plusieurs centaines de fois chaque oiseau par jour, tu vois, à la pince à épiler en leur mettant un petit verre dans la bouche. Donc voilà, c'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou. Tanguy, tu as grandi près de la forêt de Soignes, deux frères. Tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis comme style d'éducation pour que tu sois un amoureux de la nature? Moi, j'espère qu'ils ne regardent pas. Écoute, ils m'ont pas vraiment transmis un style, en fait. C'est pas... Après, on est d'accord sur plein de choses, c'est pas ça, mais j'ai pas eu des parents très dirigistes, donc ils n'étaient pas en mode à nous dire ce qu'il fallait penser, tu vois. Mais je pense que comme j'étais très remuant, ils m'ont laissé me casser les dents, ce qui est en fait c'est sûrement une très belle preuve d'amour, si tu veux, de laisser ses enfants se casser les dents et se... Ça veut dire quoi, les laisser se casser les dents? Ben, c'est les laisser faire leur propre expérience, quoi. C'est pas les bombarder, de les obliger à être parfaits ou les obliger à suivre le même chemin que leurs parents, tu vois. Donc ils m'ont encouragé dans mes cassages de dents successifs. Genre quoi? Genre les études, genre même le travail. Hein. Moi, aujourd'hui, je vis de ma passion, mais sinon, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué au travail. Tu vois, le travail, c'est quand même, pour moi, c'est difficile, quoi. Je me sens enfermé quand je fais un travail. Ah oui? Donc je changeais souvent. Enfermé parce que manque de liberté, c'est ça? Oui, parce que manque de liberté, parce que tâches répétitives, parce que aller au même endroit, tu vois, ça me parle pas, moi, d'aller tous les jours au même endroit, en fait. J'ai l'impression d'être quand je fais ça, j'ai l'impression d'être une vache sur... Voilà, après, chacun ses choix, mais moi, personnellement, j'ai du mal, quoi. Tu vois, je me dis, oulala, elle est où la sortie? Et forêt de Soignes, c'était quand même ton terrain de jeu, le scoutisme aussi, ça a été quand même oui. Et puis la forêt de Soignes, si tu veux, moi j'habitais juste en face de la forêt de Soignes, donc on n'avait pas de jardin, mais on habitait en face de la forêt de Soignes. Et donc c'était... alors je me demande, je pense que c'était déjà une autre époque, mais c'était le premier endroit où je pouvais aussi partir tout seul, quoi. Tu vois, j'allais tout seul en forêt à 10 ans, 10-12 ans, je pouvais aller tout seul en forêt et c'était le pied, quoi. Tu vois, parce que le rapport à la nature, c'est quand même ça, quoi. C'est super de... Moi, j'adore la filmer et tout ça, mais le vrai rapport à la nature, c'est d'être tout seul dans la nature, en fait. C'est à ce moment-là que tu t'écoutes, que tu écoutes la nature, que tu t'écoutes toi-même, que tu découvres la nature et ta nature. Enfin, tu vois, ce rapport, il est super important. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable, je trouve, à une douzaine d'années, me promener tout seul en forêt, croiser mes premiers renards qui passaient. Tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, on n'était pas si loin que ça de la rage, donc le renard, c'était encore un animal qui faisait peur, par exemple. C'est à ce moment-là, tu penses que tu as développé cette passion pour la nature? Ah ouais, c'est clair. Non. Et puis après, c'était une autre époque en termes de photos, par exemple. C'était très difficile de faire des photos d'animaux, mais je bricolais pendant des dizaines d'heures pour essayer de faire des photos déjà d'animaux. Parce que j'aime bien le rapport à l'image aussi. Il y a un côté chasseur, si tu veux, à l'image d'animaux. Non létal, évidemment, sans tuer, mais il y a le côté, tiens, est-ce que je peux rapporter quelque chose de mes observations pour le partager avec les autres? Ah oui, déjà à cet âge-là. Ouais, mais mon premier affût, c'était un parapluie que j'avais bricolé pour me cacher en dessous. Dans la forêt de Soignes, j'ai photographié un pic noir, c'était super difficile à l'époque. Et je devais avoir 12-13 ans, quoi. Ouais. C'est fou. Et ton envie de voyage? On parlait de changer à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a été très, très important pour toi? Ouais, parce que mes parents, ils voyageaient pas. Tu vois, mes parents, ils sont pas voyageurs, mes parents. Ils étaient pas... leur cercle de voyage, ça va pas trop loin. C'était plutôt... à un moment, c'était rénover leur maison, c'était des trucs à proximité. Et puis, peut-être moi, un peu en réaction au départ. Et puis, j'ai développé ça, j'aimais bien. Mais même du voyage tout près de chez nous, quoi. Tu vois, quand j'étais étudiant, j'allais en stop à Louvain-la-Neuve. Donc de Bruxelles, j'allais en stop à Louvain-la-Neuve. Et le pari avec un pote, c'était tous les jours, on devait mettre au moins un pied dans un endroit où on n'avait jamais été. Juste un, tu vois, où tu te rends compte qu'en fait, ton trajet, tu vas sortir du bâtiment, tu vas quasiment faire le même trajet qu'hier jusqu'au parking, à quelques centimètres près. Et si tu commences la démarche de te dire, wow, aujourd'hui, attendez les gars, j'ai pas mis un pied en dehors de mes sentiers battus, je vais mettre un pied. Et tout à coup, tu vas devoir t'éloigner toujours un petit peu plus de ton sentier habituel, et tu vas voir les choses un petit peu différemment. Voilà, puis c'est un petit jeu, et puis ça m'a pris, et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens qui voyageaient, parce que quand t'as pas voyagé, quand tes parents sont pas voyageurs, c'est dur de voyager en fait. Hein. Non, mais je veux dire, c'est chaud quoi. Tu débarques dans des pays que tu connais pas, avec des températures que tu ne connais pas, avec des niveaux d'humidité que tu connais pas, avec des langues que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas. Enfin, tu vois, Bien sûr. Et puis c'est l'inconnu surtout. C'est l'inconnu. Et puis à un moment, tu te rends compte que
que tu te sens vivant comme ça, quoi. Tu vois qu'il y a un plaisir à ça. Donc, ton premier voyage, premier vrai grand voyage? Alors, la première fois que j'ai vraiment voyagé, c'était au Maroc. Je devais avoir 21, 22 ans par là. Et c'était juste après les attentats du 11 septembre. Et je m'étais dit, oh merde, le monde part en couille, on va plus du tout s'entendre entre les gens. Donc les musulmans, ils voudront plus nous voir. Et donc j'ai envie d'aller découvrir leur pays et de voir si on peut se parler, quoi. Tu vois, donc, génial. Ouais, c'était un peu le kiff, quoi. Enfin, c'était le kiff, c'était le trip, pardon. C'était l'objectif de départ de ce voyage-là. Et puis il y a eu le Mexique aussi. Tu as vécu un an au Mexique. Ouais, effectivement. Prof de langue au Mexique. Il y a eu le Canada. Tu as vécu aussi au Canada? J'ai vécu un petit peu au Canada parce que j'avais gagné une bourse qui me permettait de travailler avec Radio-Canada, figure-toi. Donc j'étais un peu travaillé là-bas. Ouais. Et puis il y a eu l'Afrique. Et puis l'Afrique, tout à fait par hasard, là, sur un malentendu, comme ça, la première fois, je travaillais au JT, à RTB, et, mais je filmais déjà les animaux, j'adorais ça, quoi. Et puis j'ai un collègue qui m'a dit « Tu veux pas me donner un coup de main sur un sujet du JT ?» Bref, et j'ai rencontré un gars qui est devenu un super ami, qui est dessinateur, et il m'a dit « Écoute, dans un mois, là, je pars en Afrique et tout, t'as pas envie de venir avec, je suis tout seul, là, ça me plairait bien qu'on soit 2 ou 3. » Et j'ai dit « Bon, ouais, ok, pourquoi pas. » Et alors, ce qui est super drôle, parce que je le raconte rarement, mais c'est que j'étais hyper mal à l'aise en avion, en plus. Et puis, tu vois, j'avais pas du tout l'habitude de prendre l'avion, j'avais pas pris l'avion beaucoup de fois et tout ça, donc j'ai passé des années à avoir la trouille 3 jours avant de prendre un avion, quoi. C'est comique, ça. Et donc, j'étais là 3 jours avant, je me dis merde, quel con, j'aurais pas dû faire ça. Enfin bref. Et donc, c'était génial parce que j'étais tout de suite. En fait, si tu veux, moi je voyage d'une manière particulière, puisque souvent je voyage avec des gens qui ont le même objectif que moi, c'est-à-dire de voir la faune sauvage. Et en fait, tu rencontres des gens, c'est aussi. Tu vois, par exemple, on a voyagé en Chine, mais je te jure, on était potes avec les gars en Chine après 5 minutes. Parce qu'on parle le même langage, on a le même kiff, c'est d'arriver à voir certaines espèces, à les comprendre, à en discuter, ça réunit en fait, ça réunit les gens d'avoir un objectif commun. Bien sûr. Et à ce moment-là, en fait, tu avais fait quand même une vraie pause sur la télé. Tu voulais rester en Afrique? Ouais, c'est un petit peu plus tard. Effectivement, j'avais travaillé 5-6 ans au JT et je m'étais dit, j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a appris plein de trucs. Tu vois, c'était aussi, je restais dans le trip d'être tous les jours de mettre le pied à un endroit différent. En plus, je travaillais dans un truc qui était vraiment fabuleux à l'époque, qui était un journal régional de la RTB, que honnêtement, je pense que personne ne regardait. Je pense que personne ne regardait. Il n'y avait aucune pression, tu vois. Donc, et tous les jours, avec les collègues, on se marrait parce que on se demandait ce qu'on voulait découvrir de neuf, quoi. Et donc, j'ai voyagé comme un dingue en Wallonie. Franchement, il y a peu de bleds où j'ai pas été. Enfin, de bleds, de villages, de villes, tu vois, parce qu'on quadrillait toute la Wallonie et chaque fois que tu ouvres une porte, c'est ça le voyage, que ce soit à côté de chez toi ou à l'autre bout du monde, c'est que tu ouvres une porte et tu te rends compte qu'en fait elle donne sur 10 autres portes, donc c'est exponentiel en fait. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, et donc grâce à ça, moi qui étais plutôt bruxellois au départ, tu vois, j'ai découvert, j'ai vu tout ce que j'avais, enfin j'ai pas vu tout, j'ai pas tout vécu, mais j'ai eu un petit avant-goût du carnaval de Binge, de la Ducasse, des terris ici, de tout, enfin tu vois, et c'est un vrai voyage, c'est génial, quoi, j'adore. Aujourd'hui, tu partages ta vie avec Émilie, qui est aussi une grande passionnée de nature. C'est important, ça, de justement avoir des passions communes et ce partage-là pour la nature. Je sais pas si c'est important, je pense qu'il n'y a pas de modèle tout fait, tu vois, il y a des gens qui peuvent s'entendre sans avoir les mêmes passions, et tant mieux. Et moi, je dis ça dans le sens où tu as quand même un horaire chargé, tu pars souvent, c'est quand même autant que ce soit dans dans un partage, quoi. Ouais, elle comprend un peu le trip, ça c'est sûr, elle comprend un peu le trip. Après, j'ai quand même intérêt à rentrer à l'heure, tu sais, parce que sinon... Non, je rigole, non, c'est sûr que... Je pense que, tu vois, on est des créatures très particulières, les humains. On peut donner de l'importance à des choses complètement sans importance. Et on peut comprendre les gens, tu vois, il y a des gens qui se fascinent toute leur vie pour, je sais pas, pour une équipe de foot, tu vois, et c'est toute leur vie, c'est au centre de toute leur vie. Et pourquoi pas, tu vois, c'est pas... Tant que ça leur fait plaisir, ça les fait grandir, ça les épanouit. C'est vrai que tu vas difficilement passer toute ta vie, enfin je crois, à côté de quelqu'un qui me trouverait ridicule, et il y en a sûrement plein, mais qui me trouverait ridicule de faire 200 bornes un dimanche pour aller voir un oiseau, tu vois. C'est ça. C'est vrai que ça marcherait pas bien. Quoique, tu vois, peut-être que si tu le prends avec humour et que si l'autre se moque un peu de toi et que tu te moques un peu de l'autre, ça peut fonctionner aussi.
Et tes filles aujourd'hui, dans l'éducation que tu leur transmets, est-ce que ce partage de la nature, c'est quelque chose qui est présent dans ton éducation? Ouais, c'est sûr, j'essaye. Hein. Après, tu vois, j'essaye de... En même temps, c'est vraiment l'éducation de tes enfants, c'est quand même le truc, la science la plus inexacte et la plus, enfin, tu vois, la plus improbable du monde, là. Ouais. Donc, en fait, j'ai quand même retenu une leçon de mes parents, c'est que tu peux pas forcer les gens à aimer quelque chose. C'est pas possible, en fait. Donc, je les force jamais. Je les force pas, je leur dis pas, ah, alors, dimanche, on va apprendre les libellules et vous allez toutes les retenir. Tu vois, non, je les force pas. Je pense que... et tu vois, en fait, c'est marrant parce que alors, je retombe sur le pro, hein, mais au jardin, on fait la même chose. C'est-à-dire que moi, je veux pas faire une messe. Je veux pas obliger les gens à aimer la nature. Mais moi, comme je l'aime et comme je l'apprécie et comme je la trouve fantastique, j'essaye de partager ce que moi, je trouve fantastique. Tu vois, que en regardant une libellule, quand tu vois la précision que ces animaux ont, quand tu vois que c'est des animaux qui se développent depuis 300 millions d'années, qui étaient là, qui ont vu les dinosaures s'éteindre, mais qui ont vu les dinosaures arriver sur Terre. Enfin, t'imagines le truc, et que tu vois comment ça se développe sous l'eau, puis que ça devient un engin volant plus précis qu'un hélicoptère, tu peux que être admiratif. Mais si un jour mes filles me disent, écoute, moi ça m'intéresse pas du tout et j'ai envie de faire autre chose de ma vie, ça me dérange pas. Moi je suis vraiment pour... en animal semi-sauvage, je suis pour la liberté des autres. Tanguy, je vais te faire écouter un autre extrait maintenant. Je reconnais tout de suite. C'est une musique d'un documentaire qui a été composé par un jeune musicien qui s'appelle Lionel Police, que j'ai rencontré, comme tout le reste de ma vie en fait, tout à fait par hasard. Enfin, tout à fait par hasard, c'est-à-dire que je l'ai rencontré via Yves avec qui je faisais ce film. Alors Yves, je t'en ai déjà parlé en fait, c'est le gars avec qui j'étais parti au Sénégal, qui est dessinateur. Et puis il y a 3-4 ans, comme ça, on s'est décidé à tourner un documentaire ensemble, à 3, avec un autre ami qui est photographe. Et donc l'idée c'était de s'enfermer dans un affût à différentes périodes de l'année, pendant environ 15 jours chaque fois, et puis de filmer ce qui se passe devant l'affût. Donc c'est dans une région très dense en termes d'ours et de loups, donc on en a vu, on a filmé beaucoup, c'était assez fascinant, mais aussi il y a beaucoup de moments où il se passe rien, mais vraiment genre rien de rien. En fait la plupart du temps il se passe rien. Et ça me ramène toujours à 14 jours d'affilée enfermé quand même. Ouais, par bloc de 14 jours, ouais. Mais genre 5 fois, quoi. Ouais. Il faut quand même le vivre, ça. Ouais, c'est génial. Surtout c'est tout petit, j'imagine. Ah oui, c'est tout petit, t'es sur 8 mètres carrés, quoi. Oui, voilà. T'es sur 8 mètres carrés, tu t'entreposes toute ta bouffe à l'intérieur, t'as une toute petite toilette dans un coin, t'as 3 couchettes, et t'as des ouvertures pour regarder vers l'extérieur. Et c'est parti, t'attends. Ça marque quand même, ce genre d'expérience. Ouais, c'est un peu extraterrestre, c'est un peu comme... non, c'est un peu hors du temps, quoi. C'est un peu hors du temps, c'est un peu... Et puis oui, c'est des moments, il y a des moments... Alors, ça paraît complètement idiot, parce que tu vois, la plupart des films où on voit des humains qui vont découvrir les animaux, ils marchent dans la montagne, ils bougent, etc. Et nous, le pari de ce film, c'était de dire, ça va être 2 humains qui bougent pas leurs fesses de leur siège, quoi. Ça va être intéressant de pouvoir comparer nos 2 regards. Et humainement, pour toi, c'est quand même une des expériences qui t'a marqué, que tu retiens? Oui, après, si tu veux, en plus des éléphants au Tchad et peut-être du lynx et bien d'autres, j'imagine. Mais... C'est vrai, j'ai eu la chance de voir ça et de le vivre avec d'autres humains. Je suis très rarement tout seul. Et il se fait que, si tu veux, après, ces 2 individus-là, Yves et Olivier, donc le peintre et le photographe, c'est vraiment 2 amis parce que on s'est pas rencontrés le jour 1, si tu veux, tiens, on va rentrer dans un affût ensemble. On a été ensemble avec Yves en Ouganda, au Costa Rica, au Spitzberg, c'est près du pôle Nord, pour chercher les ours polaires. Avec Olivier, j'étais en Antarctique, tu vois, à la voile. On a été voir les baleines. Donc on avait déjà tissé des liens. Ça tisse des liens, tu vois. Moi, c'est un des trucs qui me fascine aussi dans l'aventure, c'est que je veux dire, quand tu dors avec quelqu'un, tu vois, avec Olivier, on dort dans la même cabine qui parfois, sur un bateau, t'as un lit, ton lit fait 1,5 mètre carré, quoi. C'est une espèce de... Enfin, ça s'appelle même pas un lit, d'ailleurs, tu vois. T'es sur une banette qui fait 1,5 mètre carré, t'as l'autre qui est au-dessus de toi ou en dessous de toi. Tu tisses des liens, soit tu te détestes à la fin, ça c'est une possibilité, soit tu tisses des liens forts, quoi. Tu tisses des liens où...
Et ouais, moi, ça me fascine pas mal. Tu utilises des liens où, d'ailleurs, c'est marrant parce que Yves, c'est un des témoins de mon mariage. Et enfin, d'ailleurs, Yves et Olivier sont les témoins de mon mariage, à force de. Ouais. Et tu vois, il disait en rigolant, mais c'est vrai, il dit en fait, avec Yves, je peux même m'engueuler, quoi. C'est quand même une belle preuve d'amitié parce que parfois, on n'est pas d'accord, tu vois, mais vraiment pas d'accord sur des choses de la vie. Et donc, on ose se le dire. Et j'aime bien, moi, parce que dans notre société où aujourd'hui tu as l'impression que ça va être très tranché, très carré, c'est chouette quoi, d'avoir des amis avec qui tu peux pas être d'accord, et puis à la fin de la discussion, tu dis, tu sais quoi, de toute façon, tu es toujours mon ami. Hein. Ouais. Bah justement, Tanguy, je voudrais te faire écouter un petit message de Yves. Salut Tanguy, Fieux. Eh bien, j'ai juste envie de te dire ceci. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qu'on rencontre par hasard, et il y a des rencontres qui ne se font pas par hasard. Mais je pense que la nôtre n'est pas une rencontre qui s'est faite par hasard. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est une amitié qui ne vieillit pas, qui grandit, qui évolue, qui reste dans le temps. Et cette rencontre, elle est porteuse parce que quand on est ensemble, il n'y a pas de filtre, on peut être sans masque, sans peur, on en arrive même parfois à s'engueuler. Et même ces états d'âme nous font grandir l'un avec l'autre, donc c'est vraiment une belle et vraie amitié. Et en tout cas, moi, c'est une rencontre qui m'a porté. J'espère que la tienne avec la mienne a été pareille, mais même si c'est pas le cas, moi, ça me fait du bien. Et n'oublie jamais que j'ai toujours un regard sur toi, Fieux. Allez, salut, bisous. Ouais, tu vois, ça confirme un peu ce que je te disais, mais on se connaît très très bien. Et après, oui, on a de la chance de faire des trucs un peu barrés des fois ensemble. Et ouais, ça noue des liens un peu c'est un peu animal, quoi, tu vois. Après, c'est vraiment bizarre parce que tu vois, même quand tu prends, c'est des aventures, quoi. Ouais. C'est sans doute ça la beauté de l'aventure, hein. Des fois, tu prends des risques ensemble, tu es dans des conditions difficiles ensemble, tu prends soin de l'autre, tu vois, voilà, tu vois, quand tu es que ce soit dans un tout petit espace ou sous tente, ou tu fais attention à l'autre, quand il est malade, tu lui apportes à manger, tu vois, c'est tout un truc qui fait que c'est vraiment des... ouais, c'est des liens très forts, ouais. C'est des liens très très forts. C'est de l'humain en tout cas, très fort. Qu'est-ce que ça te fait justement quand tu te retrouves en pleine nature, à devoir observer pendant longtemps? C'est presque une forme de, j'imagine, de méditation. Qu'est-ce qui te passe par la tête dans ces moments-là de pause? Bah écoute, en fait après, si tu veux, c'est très bizarre à dire, mais il faut une forme d'entraînement, tu vois, pour attendre longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire de l'affût, je te disais, vers 12-13 ans, en attendant des oiseaux. Franchement, la première fois, tu attends 1 heure, tu deviens dingue. Et puis après, tu arrives à attendre de plus en plus longtemps. C'est intéressant parce qu'au début, tu te dis, mais c'est facile ce qu'ils font, ces mecs-là, ils s'asseyent et ils attendent. Mais effectivement, tu dois te mettre dans une disposition d'esprit où il y a une petite lampe qui reste allumée et en même temps, tu dois pouvoir être en veille. Tu vois, donc ouais, c'est un espèce de mélange entre de la méditation et de la patience et parfois quand même, il faut pas négliger que si tu veux, alors on adore ce qu'on fait, mais on a besoin d'un résultat quand même. Donc moi j'ai besoin de revenir avec des images à un moment. Donc j'ai besoin que ça fonctionne. Donc à un moment j'ai besoin que ça fonctionne. Pas dans la minute, pas dans l'heure, pas dans la journée, même pas dans la semaine, mais à un moment. Tu veux dire quoi, qu'à un moment ça t'agace, il faut que ça... C'est pas que ça m'agace, mais à un moment, et c'est ça qui est drôle par exemple avec Yves et Olivier, c'est qu'on mène nos réflexions en commun pour savoir pourquoi on n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que c'est en même temps c'est un jeu, quoi. Tu vois, tu te dis mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que là, on est en train de chercher un ours polaire depuis des jours et on le trouve pas? Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le vent? D'où vient la marée? Où est la bouffe? Est-ce qu'ils ont trouvé un truc? Est-ce qu'il y a une carcasse de baleine sur laquelle tous les ours du coin sont attirés? Ils ont été par là. Mais alors elle est où cette carcasse? Tu vois, si elle a dérivé, elle est pas... Tu vois, il y a un mélange entre... Il y a un jeu, c'est pas toujours de la patience, quoi. Et puis il y a effectivement des moments où tu te poses, tu te dis, ok, là, je suis au bon endroit, au bon moment. En tout cas, déjà au bon endroit, il n'y a plus qu'à attendre le bon moment. Et puis en même temps, si tu veux, c'est une quête pour nous parce que ce qui nous réunit aussi, c'est que c'est pas une quête totalement égoïste. C'est-à-dire qu'on aime bien partager cette histoire. Tu sais pourquoi tu le fais. Oui, et donc à un moment, au moment où tu as des trucs qui arrivent, tu as aussi quand même une concentration technique de dire ah tiens, est-ce que tous les paramètres sont au vert pour ramener des images qui raconteront cette histoire à d'autres personnes, qui racontera des images signifiantes, quoi. Tanguy, je vais te passer un sachet.
Aïe. Il y a un objet à l'intérieur. Attends, je vais en mettre ça quelque part, je vais essayer de pas tout étaler. Mais franchement, c'est facile. Ah, c'est facile. Je suis très mauvais pour ça. Ah ouais, c'est des jumelles. Ouais. Ok. Bon voilà, c'est un objet qui fait partie de toi, je crois, non? Ouais, j'en ai besoin. Je me sens un peu nu, tu vois, sans jumelles, donc merci. C'est sympa. Comique. Mais c'est pas les miennes, hein. Je sens que c'est. Non, ben voilà, un petit clin d'œil sur ça, parce que voilà, je me suis posé la question de l'émerveillement que tu pouvais encore avoir face à la nature, quoi. Est-ce que au bout d'un moment, il y a une lassitude qui pourrait s'installer ou jamais? Il faudrait vivre très longtemps pour être lassé de l'observation de la nature, tu vois. C'est... Tu en apprends à chaque fois, tu découvres à chaque fois. Ouais, carrément. Ouais. Carrément, tu vois chaque fois des comportements. Puis même chaque fois, si tu veux, c'est se répéter l'émerveillement. En fait, nous, on est des animaux très particuliers. C'est-à-dire qu'on a une intelligence certaine, tu vois, d'abstraction, de mise en commun, de collectivité, de passation de l'information, etc. Mais on est physiquement très faible. On est des animaux pas très résistants, en fait. Un homme, en moyenne, sans vêtements, dehors la nuit à 16 degrés, tu tombes en hypothermie. Et donc tu vas mourir assez vite. Donc tu as 16 degrés, quoi. C'est pas génial. Alors qu'une mésange qui fait 15 grammes va passer des nuits dehors ou à peine abritée à moins 10, moins 15, moins 20. Donc les animaux sont beaucoup plus résistants que nous, c'est fascinant à voir. Mais toi, la nature t'appelle quand tu l'as pas, tu sens que tu en as besoin, tu as besoin d'y retourner? Ouais, mais c'est sûr. T'as besoin de... Pour moi, ce qui est attirant dans la nature et dans la vie sauvage, c'est que c'est vrai, si tu veux. Il y a pas de couche superficielle, quoi. Mais c'est brut, des fois, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la nature. Mais c'est vrai que la contemplation de la nature et de voir ce monde parfois brutal, mais aussi vrai, tu vois, a un côté hypnotisant pour moi. Tanguy, je voudrais te faire écouter un autre extrait. Salut Tanguy, je voulais juste te dire que t'es un gars incroyable, c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur le terrain et de parler ensemble, t'es un ami en or. J'ai hâte d'être en 2026 et de pouvoir repartir un peu sur le terrain ensemble. On passe énormément de temps finalement à deux, on a passé plus de Saint-Valentin ensemble qu'avec nos femmes respectives. Et je te fais plein de bisous et puis à très vite. Ciao. Et c'est Michel d'Outremont, enrhumé d'ailleurs, mais, parce qu'avec la petite rivière derrière, à mon avis, il était au Bram quand il t'a enregistré ça. Et alors Michel, c'est vraiment c'est un photographe d'un immense talent. Alors je sais pas si vous avez l'image en fait, parce que moi, comme on est dans le noir, mais si t'as l'image, t'as toujours l'impression qu'il a 18 ans là. Ouais. En fait, on a l'image. Ouais, t'as l'image. Ouais. Alors t'as l'impression qu'il a 18 ans à l'image, mais en fait il a quelques heures de vol de plus que ça maintenant. Et c'est un photographe mondialement connu, quoi. C'est assez dingo. Moi j'étais avec lui à plein d'endroits. Il est passionné par la neige. J'étais par exemple, c'était hyper drôle parce qu'on était au Yellowstone, tu vois, le parc national aux États-Unis. Et t'as une bagnole qui s'arrête au milieu du Yellowstone sur une route enneigée par moins 20. Et t'as le gars qui dit Are you Michel d'Outremont? Donc il y a un côté, il est vraiment célèbre dans le monde des photos parce qu'il a un talent fou. Tu vois, aujourd'hui il y a des milliers, des millions de gens qui ont des appareils photo avec des objectifs pour photographier les animaux, mais Michel il est capable de faire quelque chose de différent, quoi. Donc voilà, donc il m'a amené dans des expéditions improbables. Il adore le froid, donc on a été traîné dans le nord du Japon. Franchement, il faisait moins 30, je pense là. Et c'est avec lui aussi que j'ai battu notre nombre de semaines de tournage sans se laver. Mais je te dirai pas combien. Non, j'allais dire, je veux pas savoir. Il faisait trop froid. Il faisait trop froid. Je comprends. Mais il est incroyable, ouais, Michel. Et puis pareil, c'est un pote, quoi. Donc c'est génial parce qu'on travaille, on peut se prendre au sérieux quelques heures, ou en tout cas prendre notre activité au sérieux quelques heures, et puis après on peut aussi rigoler, parler d'autres choses et se voir avec nos enfants, nos compagnes et s'amuser, quoi. Alors il parle de 2026, on peut savoir? 2026, on a quelques... Alors si tu es avec des gars comme Michel, et puis on a toujours des cartons de projets ou d'endroits qu'on a envie d'aller voir et d'animaux qu'on a envie de filmer ou photographier ou autre. Et en 2026, en théorie, on fera un tournage du côté de la Gaspésie, tu vois, tout à l'est du Canada, que lui connaît déjà un petit peu, que moi je connais pas, et que donc on va aller chercher quelques bestioles là-bas, notamment t'as la plus grande colonie de foot-bassans du monde sur une île qui s'appelle l'île de Bonaventure. Donc tu vois, rien que l'île, les animaux, ça, tous les ingrédients sont déjà là pour se marrer, quoi. Donc, Tanguy, on arrive tout doucement à la fin de l'émission et il y a un miroir qui se trouve sur ta droite. J'aimerais que tu te retournes dans ce miroir et que peut-être, c'est un exercice un petit peu particulier, mais
Que tu puisses te dire que ce miroir, c'est peut-être une fenêtre sur tout le monde vivant. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Waouh, c'est vertigineux là ta question. Voilà, tu as 3 heures. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une fenêtre sur le monde du vivant. Qu'est-ce que je dirais? Au monde du vivant en général? Ouais. Ou même à la planète en elle-même, si tu préfères. Mais tu veux dire aux bipèdes ou aux... Ah ça, comme tu as envie. Ah ouais. Bon, je vais me contenter des bipèdes, parce que j'ai l'impression que les insectes ne m'écouteront pas beaucoup. Et le message, il est assez simple, en tout cas, si je devais suggérer une seule chose à mes sœurs et frères humains, c'est de planter des arbres. Ça rend vraiment heureux. C'est un geste assez simple qu'on peut faire tout seul, qu'on peut faire à plusieurs, qu'on peut faire une fois, mais qu'on peut aussi faire des millions de fois. J'ai eu la chance de rencontrer des humains qui avaient planté des millions d'arbres et figurez-vous qu'ils étaient très 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 heureux. Et donc planter quelques arbres autour de soi ou quelques végétaux ou aider à les planter, ça rend heureux, ça attire des animaux. Et puis quand on est entouré d'animaux, du vivant, qui fait du bruit, qui grouille, qui se multiplie, on se dit qu'on fait partie d'un grand tout et on se sent plus équilibré. Ça va les humains? Je crois qu'on en aura besoin en tout cas dans ce monde de fous, donc voilà. Sûrement, ouais. Merci Tanguy. Merci. On termine par une petite photo. Ouais. Ah oui, c'est dur dans le noir quand même. C'est très dur dans le noir, ça va faire mal aux yeux. Ouais, effectivement. Donc attends, je te fais une photo pour terminer. Ah, tu fais la photo. Ouais. Okay. 1, 2, 3. C'est une vraie expérience d'être interviewé dans le noir, c'est tout à fait différent. Je pense que j'avais l'impression que personne ne me regardait et que personne ne regardera jamais. Et donc je me suis dit que je pouvais dire des choses que j'aurais sûrement pas dites s'il y avait eu de la lumière. Donc voilà, je vais aller retrouver le soleil maintenant.